Nous nous retrouvons ici sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes pour analyser décisions, dispositions et mesures prises cette semaine. Il faut savoir qu'il y en a eu de toutes les sortes. Déjà, le gouvernement qui instaure un couvre-feu pour les poids lourds dans l'agglomération du Grand Nokoué. Comment faut-il apprécier cette approche? Nous allons en discuter tout à l'heure avec nos invités également. Nous avons vu le lancement de la phase 3 du microcrédit à l'AFIA porté à un plafond de 200 000 francs CFA. Et encore ces tensions entre le Bénin et le Gabon après les invectives d'internautes. Le gouvernement béninois annonce la chasse aux propos outranciers. Voici, entre autres, quelques actualités que nous avons répertoriées, dont il nous plaît d'en parler aujourd'hui dans cet exercice de dimanche. C'est politique pour le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Et bien sûr, ce sera avec des éditorialistes qui sont déjà installés. J'ai à ma gauche Henri Nyambodé, qui est Red Chef de Tado FM. Henri Nyambodé, bonjour. Bonjour Maël, bonjour amis téléspectateurs de ETélé et très bon dimanche à ceux qui nous suivent là. Merci de nous associer donc à ce plateau de décryptage. Merci d'avoir répondu présent. En face de vous, Edouard Adodé, journaliste du quotidien Le Grand Regard. Bonjour. Bonjour ma chère consoeur Maël et bonjour à mon cher confrère Henri. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Je souhaite également bon dimanche à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On démarre par le premier sujet. Le gouvernement a adopté un décret réglementant la circulation des poids lourds dans le Grand Nokoué. Désormais, les camions de plus de 10 tonnes ne pourront circuler que de 23 heures à 6 heures et uniquement sur 3 itinéraires précis. L'objectif affiché est de réduire les nuisances et préserver les infrastructures. Alors, je vais démarrer par vous, Henri Nyambodé. Comment appréciez-vous déjà cette décision du gouvernement? Écoutez, Maël, je pense que depuis 2016, nous assistons donc à une dynamique qui est en cours avec le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement. Et une fois encore, au-dessus donc de ce décret qui est pris, qui va prendre, qui sera mis en exécution à partir de 1er janvier 2026, je pense que le gouvernement a toujours en l'idée de faire mieux, de faire en sorte que les populations soient en sécurité. Et quand vous savez que les véhicules que vous avez évoqués là, les gros porteurs que vous avez évoqués, et sont toujours à l'origine, bien évidemment, de plusieurs accidents, sont à l'origine également de plusieurs vandalismes, sont à l'origine de plusieurs casses sur nos axes routiers, nos déserts, bien sûr. Je pense que le gouvernement a bien fait à travers donc son ministre de cadre de vie et des transports a bien fait, bien évidemment, de prendre ce décret-là. Quand vous prenez le Grand Nokoué, je suis sûr que on va peut-être étaler cette décision dans les grandes villes également, parce que dans les grandes villes, dans les autres villes également, et les communes, il y a également des citoyens qui vivent. Et quand vous prenez le Grand Nokoué, vous voyez un peu ce que se fait là. Et j'ai toujours dit que le Grand Nokoué, et quand on prend Cotonou, qui est à Bomé-Calavia, qui est à côté de Cotonou, il y a que cette proximité crée une conséquence directe, et que tout ce qui se passe à Cotonou est déversé donc dans Calavi, également dans Sémékodi, dans Ouida, oui, dans les autres pays, dans les autres localités. C'est vrai qu'on constate également la chose, mais plus précisément, les communes, les localités qui sont environnantes à Cotonou sont plus directement touchés par les justesses, je dirais même le manque de civisme de ces conducteurs de gros porteurs. Et donc, pour moi, c'est bien fait donc de choisir de sortir ce décret-là. J'aurais aimé que ça commence automatiquement, mais bon, le moratoire donc est donné, on ne peut rien faire. Merci à vous. Il doit adopter un manque d'incivisme de la part de ces gros porteurs tels que le souligne Henri Nyambodé.
Je ne dirais pas que forcément c'est un Manque signe de d'incivisme, manque d'incivisme, de civisme. bon, parmi tant d'autres, c'est ce Voilà, qu'il a cité, on veut bien. je crois que c'est une mesure qui vient réglementer la circulation dans le Grand Nokoué, puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, quand on voit le trafic sur les artères du Grand Nokoué, le trafic est de plus en plus intense. Et quand c'est comme ça, il faut forcément trouver des moyens pour permettre que les routes soient beaucoup plus, soient utilisées avec beaucoup plus de parcimonie, de sorte à ce que les activités des uns n'empiètent pas sur celles des autres. Donc, je pense que c'est le souci qui est derrière, puisque je ne pense pas ou je ne crois pas que des conducteurs de gros porteurs décident délibérément de poser des actes de vandalisme au cours de leurs activités. Non, c'est souvent des situations qui arrivent à cause de certaines réalités en journée. Puisque en journée, vous n'êtes pas savoir qu'il y a beaucoup plus d'usagers sur la route et chacun est pressé d'aller là où il va. Et quand c'est comme ça, dans la précipitation et parfois avec la fatigue, ces conducteurs posent ces actes que nous déplorons aujourd'hui. Mais je voudrais souligner que ce n'est pas pour la première fois que les autorités prennent de pareilles décisions. Je me rappelle peu sous le préfet Toboula, il y avait eu de telles décisions où la circulation des engins gros porteurs dans la ville de Cotonou, notamment, avait été régulée. Donc, ce n'est pas pour la première fois que nous assistons à cela. Comme l'a dit Henri Yamodé, j'aurais souhaité que l'exécution de cette décision soit immédiate, mais puisque c'est l'autorité qui a voulu que ce soit en janvier, nous allons patienter jusqu'à ce que cela arrive. Sinon, les dégâts, effectivement, nous agacent. Les dégâts de ces camions nous agacent, puisque dans la ville, quand vous voyez la plupart des accidents mortels dans nos grandes villes, c'est souvent de la part de ces conducteurs ou de ces engins-là que cela vient. Et quand c'est comme ça, il était temps que les autorités prennent leurs dispositions pour préserver la vie des autres et également pour assurer une certaine fluidité, puisque si jamais vous êtes en circulation et que ces engins tombaient en panne, ça crée tout un bouchon sur la voie. Donc, avec ça, aujourd'hui, on peut avoir le cœur tranquille lorsqu'on quitte chez soi pour aller quelque part, puisqu'on sait que on n'aura pas à tomber sur ces cas où des camions en panne bloquent la circulation, puisque ce n'est pas des petits véhicules où on peut chercher des moyens pour les dégager facilement. Donc, c'est déjà un pas pour assurer la sécurité des uns et des autres sur nos routes au niveau de ces villes du Grand Nokoué. Mais pour finir, je voudrais aussi revenir sur un aspect de l'intervention d'Henri Yamodé qui disait tout à l'heure, pourquoi seulement dans le Grand Nokoué, puisque la situation est pareille partout. Même si on ne peut pas généraliser dans toutes les communes du Bénin, tout au moins les grandes villes ont besoin de cette décision. Moi, je viens de Parakou, je sais ce qui se passe à Parakou, puisque nous sommes à l'intérieur du pays. C'est des situations. La plupart des situations difficiles, c'est souvent de la part de ces conducteurs des engins lourds. Donc, quand c'est comme ça, le mieux, c'est d'élargir la décision. Et je pense que cela sera une réalité dans le temps, puisque nous avons vu le cas de programmes d'assainissement des grandes villes qui avaient commencé par le Grand Nokoué, mais aujourd'hui, d'autres villes qui ne font pas partie du Grand Nokoué sont également prises en compte par ce projet. Et je crois que la mesure actuelle dont nous parlons subira le même sort. Merci à vous. Oui, Henri Yamodé, est-ce qu'on n'assiste pas là à une décision qui prend du temps à se mettre réellement en œuvre? Oui, j'ai évoqué tout à l'heure le deadline. Oui, on est en septembre. On va prendre donc, on va commencer par exécuter cette décision-là en janvier 2026. Le temps que ce moratoire-là qui est donné donc aux conducteurs de gros engins, de gros porteurs, mais déjà ils auraient déjà créé beaucoup de dégâts. D'accord? Ils auraient déjà créé des groupes parce que chaque jour, on en résiste, bien sûr. Et Edouard a bien rappelé que même à Parakou, c'est leur quotidien. D'accord?
quand vous observez un peu, vous allez voir que, d'abord, quand vous prenez le décret, le décret, les raisons qui sont évoquées, il y a la dégradation de l'infrastructure routière, l'affaissement et bien d'autres. Et on a cité, on a même annoncé qu'ils sont à la cause, messieurs, ils sont les causes de certains nombres, de nombre important d'accidents. Donc, sur ces trois aspects-là, je pense que, oui, il est important également, puisque l'astre routier est dans toutes les grandes villes, il est important, bien évidemment, de chercher à rapprocher l'exécution de la décision pour que ça rentre en vigueur. Quand vous prenez la commune d'Abomey-Calavi, où vous avez également les chantiers qui sont ouverts, bon là, il y a cette question-là également qui est là, les chantiers sont ouverts et ils utilisent également de gros engins, n'oublions pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces gros engins-là également qui circulent à plein temps, même dans les heures de pointe, on les voit également. Donc, il faut également inclure un certain nombre d'engins et de gros porteurs qui sont également à l'origine de certaines déviances que nous dénonçons ici. Et pour moi, janvier, il y a trop. Pourquoi ne pas démarrer cette décision déjà mi-octobre déjà, ça va permettre bien sûr le temps de permettre à la sensibilisation, la mise en place. Vous avez écouté tout à l'heure qui vous a dit là il faut rendre hommage à l'ancien préfet Toboula qui a fait ce travail-là, qui avait même interdit la circulation même à des heures données. Et donc pour ça, puisque l'administration est une continuité, si on avait continué dans la même dynamique, dans la même lancée, on ne va plus ressortir un autre décret, mais plutôt amener les gens à suivre ce qui est dit là. Et donc, pour moi, je pense que il est important. La simplification, non, pas du tout. Parce que eux-mêmes qui conduisent les gros porteurs là, ils savent que quand vous avez un engin qui doit prendre une charge de 10 tonnes et que vous arrivez à faire 20 tonnes, vous savez ce qui se passe, et eux-mêmes le savent, mais pourtant ils le font. Et donc, il faut passer directement à la répression. C'est pas aujourd'hui que on a les gros engins sur nos axes routiers. C'est pas hier qu'ils sont sortis. Non, pas du tout. Ils existent depuis. Et donc, on connaît, d'accord, on connaît le mal qu'ils causent donc aux citoyens. Et donc, pourquoi leur donner tant de temps pour être en phase, monsieur, avec pour ce que Edouard dit là, oui, pour permettre monsieur une bonne circulation, pour également sécuriser donc les citoyens, les usagers de nos axes routiers. Je pense que il faut passer à la vitesse supérieure en même temps, à la vitesse de répression avec des mesures coercitives qui puissent les amener à se ressaisir. Oui, Edouard Dodé, il faut passer à la vitesse supérieure, mais nous sommes également dans un pays en plein chantier actuellement. Est-ce qu'on peut réellement recadrer tout cela avec les différents chantiers de part et d'autre? C'est là l'équation. Yamore l'a souligné tout à l'heure, puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura de laisser-passer pour ces véhicules qui interviennent sur les chantiers qui sont en cours, surtout dans la commune d'Abomey-Calavi, sans oublier que aussi Cotonou aussi est en chantier, parce que presque toutes les rues, il y a quelque chose qu'on apporte. Donc quand c'est comme ça, je me demande comment la décision sera exécutée pour ne pas causer également de tort à ces chantiers. Mais je pense que tout est question d'organisation. Si les acteurs qui sont à l'œuvre sur ces chantiers sont bien conscients de l'importance de cette décision, ils doivent s'organiser de sorte à ce que tout ce dont ils auront besoin en journée et qui devraient être transportés par ces camions soient transportés aux heures indiquées. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, certes, quelque part, il y aura de flottement, puisque des fois, c'est lorsque le besoin est là qu'on dépêche ces camions pour aller chercher des matériaux qui doivent intervenir dans la réalisation des travaux qui sont en cours. Donc, c'est compliqué. Et même, je crois que de l'autre côté, cette décision permet ou assure une certaine célérité et même sérénité dans l'exécution des travaux qui sont en cours dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les axes routiers dont nous parlons dans ces grandes villes ou dans ces villes du Grand Nokoué, lorsque ces camions se retrouvent en circulation, ça perturbe même le fonctionnement ou le travail de ceux qui sont sur ces chantiers-là, parce qu'il faut un temps pour les laisser passer. C'est des couloirs qui sont dégagés, et quand vous entrez dans ces couloirs-là, ce n'est pas facile de faire le dépassement, et quand c'est un camion qui est encore
dans la circulation, ça ralentit tous ceux qui sont derrière. Donc, je pense que, quelque part, ça va nous permettre également, ça permet également à ces chantiers d'évoluer plus vite afin de soulager les populations. La question, pour finir avec la question, il est important que le ministre du cadre de vie revienne sur la décision pour préciser le sort de ces camions qui interviennent sur les chantiers. S'il faut leur délivrer un laissez-passer, il faudrait qu'on leur en délivre et qu'on fasse le suivi, parce qu'il ne faut pas que d'autres profitent de la présence de ces camions autorisés à circuler aux heures non indiquées pour fauter. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut forcément trouver les moyens de suivi, soit carrément on interdit à tout le monde et chacun respecte les heures indiquées pour éviter tout problème. Alors, comment concilier la nécessité de protéger les infrastructures et celle de fluidifier les échanges commerciaux, comme avec le port autonome de Cotonou, par exemple? Oui, dans votre introduction, vous avez bien fait de rappeler qu'il y a 3 axes donc, qui ont été délimités et qui seront, je vous l'ai dit, 3 itinéraires, justement. 3 itinéraires donc, qui ont été annoncés et qui seront suivis donc, par les camions. Bon, d'abord, la fluidité, bien sûr, on doit la rappeler. Si on note l'absence, bien sûr, de ces gros porteurs en journée, la circulation sera fluide. Il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, vous avez parlé donc des infrastructures. Oui, c'est de contrôler déjà à ce niveau-là, parce que on a dit de 23h à 6h qu'il faut continuer la surcharge, parce que là également il y a un problème crucial. Qui contrôle quoi et à quel moment? Parce que sur la chaîne de contrôle, il faut qu'on arrive à bien sûr à savoir tel camion qui démarre à même de charger les marchandises donc à hauteur de 10 tonnes. Si ce camion arrive à dépasser 10 tonnes et demie, qu'il soit sanctionné, que le conducteur soit sanctionné, que le promoteur soit sanctionné, que celui qui a contrôlé soit sanctionné. Parce que c'est ça la principale question. Parce que dans les réseaux évoqués par le ministre du cadre de vie, il y a l'affaissement, il y a la dégradation donc, de l'infrastructure routière. Et donc, qu'est-ce qui cause ces choses-là? C'est la surcharge, d'accord? Parce que on n'observe pas, on n'arrive pas à observer ce qui est indiqué. Vous avez les camions qui sont pas en bon état, malgré qu'ils sont chaque jour, ils vont donc pour les visites cliniques, mais pourtant ils ne sont pas en bon état. Allez voir les pneus, vous allez voir que c'est des camions bralants qui circulent donc sur nos axes routiers. Donc il faut arriver donc à contrôler. Moi peut-être, je vais peut-être dire pourquoi il fallait donc choisir même de 0 heure à 5 heures du matin pour les arrêter, d'accord? 0 heure à 5 heures du matin, parce que jusqu'à 23 heures, il y a des gens qui continuent donc de circuler, des gens qui quittent bien sûr le boulot à 0 heure peut-être. Et donc, mais à partir de 23 heures, d'accord, vous avez la circulation qui sera, on va constater, comment dire, que la présence énorme de ces gros engins-là, de ces gros porteurs-là sur nos axes routiers. Et donc, on va peut-être appeler également à la conscience des citoyens de faire attention également, parce que dans la nuit profonde, ils peuvent se dire, bon, puisque j'ai de 23 heures à 6 heures, si ils estiment que la distance à parcourir, ils peuvent pas atteindre la distance à parcourir avant 6 heures, vous savez, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ils se dopent, ils se mettent sous n'importe quel stupéfiant, et B pour causer beaucoup de dégâts. Et on a parlé donc des engins de chantier, mais également, il faut aller contrôler ces gens-là. Donc, je ne pense pas que ça l'a fait seulement des policiers, puisque dans ce qu'il a dit là, il a dit que les policiers donc vont se charger de suivre. Non, je pense que même au niveau du Centre national de sécurité routière, il faut impliquer des gens, il faut impliquer tous ceux qui travaillent sur la chaîne pour que le contrôle soit fait. Parce que si on veut éviter quelque chose, il faut l'éviter et il faut prendre les moyens pour l'éviter. Voilà. Il ne faut pas aussi assister de 23 heures à 6 heures à un embouteillage de ces gros camions porteurs.
Non, c'est pas évident puisque ces gros porteurs ne sont pas aussi nombreux de sorte à ce qu'on craigne que non, c'est pas évident, c'est pas Faites un tour au porteur, vous allez non, voir, je sais ils bien, sont pleins. je sais bien qu'ils sont pleins, mais jusqu'à créer d'embouteillage, c'est pas évident, seulement que comme l'a dit Henri, il va falloir que ceux qui circulent, qui ne sont pas dans des engins aussi lourds que ceux dont nous parlons aujourd'hui, puissent faire attention à ces heures-là, parce que désormais, dès que la mesure sera en vigueur, vous allez voir qu'à 16 heures indiquées, les camions gros porteurs vont se dire c'est notre moment, c'est notre temps. Et ils vont vouloir aller au-delà des règles de sécurité de la route, puisque n'ayant pas tout le temps pour exercer sur la voie. Donc, quand c'est comme ça, nous qui peut-être serons appelés à sortir des nuits données, nous devons faire beaucoup attention et savoir qu'effectivement, comme ils ont l'habitude de dire, c'est le temps où ils sont rois sur la route. Et faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans des situations déplorables. Parce que, au-delà de la préservation des infrastructures routières, la mesure vise également la préservation des vies, pour que de moins en moins on commence à assister à des accidents qui ne soient pas causés par ces camions gros porteurs. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Et également, on doit pouvoir agir de sorte à ce que ça ne pénalise pas nos amis de l'Interland qui exploite notre port autonome, parce que si la décision, si en voulant appliquer ces amis qui viennent pour leurs affaires à travers le port autonome de Cotonou sont pénalisés, ce n'est pas également bien. Et je sais que nos autorités veillent certainement à ces aspects pour que aux heures indiquées, on puisse tout faire en journée et les libérer, et que déjà à 23 heures, ils puissent quitter la zone indiquée, puisque la mesure n'est pas encore généralisée. C'est certainement c'est seulement pour les villes du Grand Okoué. Donc, en attendant que peut-être d'autres villes ne soient prises en compte pour que ces camions quittent très vite la zone concernée, ce serait bien, parce qu'il faudra pas, en voulant préserver les infrastructures routières, créer encore d'autres pénalités ou décourager ceux qui ont notre port comme les leurs. Merci à vous. Alors, au-delà des sanctions qui seront certainement prévues pour sanctionner les dérives, est-ce qu'il ne faut pas voir également du côté des chauffeurs, parce que tous ne savent pas lire comment ça va se faire à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment intégrer cette nouvelle norme? Non, je pense que ils savent pas lire, mais bon, ils suivent la radio, ils suivent peut-être la télé. Et ils ont le patron qui comprennent bien sûr un certain nombre de choses. Donc forcément, ils auraient déjà appris la nouvelle et ils seraient déjà en train de vouloir se conformer à ça dès que on va rentrer dans le délai donc d'exécution qui commence le 1er janvier. Le 1er janvier également, quand on sait que c'est la période festive également, il faut peut-être voir de ce côté-là également pour que on n'ait pas à assister donc à plusieurs accidents avec ces poids lourds-là. Ce que je sais, oui, la sensibilisation, peut-être, si c'est ce que vous voulez qu'on dise, oui, ils seront sensibilisés. Forcément, ils ont des fêtières qui s'occupent donc, ils ont des associations qui s'occupent de questions de circulation et tout le reste. L'information irait vers ces associations-là, mais également vers ces fêtiers-là, pour que chaque chauffeur, chaque conducteur ait l'information et en sortant, sache quoi faire pour ne pas tomber dans le panneau et dans le panneau donc des mesures coercitives. Allez, mesdames et messieurs, nous allons aborder un autre plan de ce plateau. Il s'agit bien sûr de microcrédit à l'AFIA qui est passé à sa phase 3 et bien évidemment, le gouvernement a lancé cette phase du microcrédit à l'AFIA. Les prêts passent désormais à 200 000 francs CFA remboursables en 12 mois avec un taux d'intérêt de 8% après 2 phases qui ont déjà permis de décaisser plus de 47 milliards. La question est de savoir si ce nouvel effort renforcera réellement l'entrepreneuriat de base et l'inclusion financière. Je suis à vous. Il faut saluer les acteurs qui ont
piloté, qui ont conduit ce projet jusque-là. Certes, ce n'est pas un projet nouveau puisque cela existait déjà avant l'avènement de la rupture. C'est un projet initié depuis le temps de l'ancien président Boni Yayi. Mais il faut noter ici que c'est mieux élaboré depuis quelques années. Dans la pratique, il y a moins de tracasseries et ce fonds sert de moins en moins à des fins politiques ou à des fins de populisme. On voit beaucoup plus que les femmes ou les bénéficiaires n'ont pas besoin forcément d'acclamer le chef de l'État, de nouer des foulards et aller faire des rangs quelque part avant d'en bénéficier. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. De même, lorsque vous prenez le mode d'octroi de ces crédits, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, il y a moins de tracasseries. J'ai été témoin de plusieurs parents proches qui en ont bénéficié avec une certaine facilité, sans même avoir besoin d'assistance pour dire venez m'assister, venez m'aider à faire ci et ça. Ça passe tellement facilement. Et même pour le remboursement, depuis la maison, chaque bénéficiaire a la possibilité de rembourser. Et c'est des choses qu'il faut saluer, il faut encourager. Également le sérieux des partenaires, c'est-à-dire des institutions de microfinance qui ont accompagné, puisque au début, moi, il y avait des craintes. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas de concurrence entre les produits de ces institutions de microfinance et ce nouveau produit qui défie les autres en matière de concurrence, surtout le taux de remboursement, le taux de, comment vous appelez ça, les 8% qui sont appliqués, ça défie les autres produits des autres et des institutions de microfinance qui sont les bras opérationnels de l'État dans l'octroi de ces fonds. Maintenant, passer de 100 000 francs à 200 000, c'est une prouesse, c'est un pas qu'il faut saluer. Ça prouve que quelque part, certainement, les remboursements ont été au rendez-vous. Si les remboursements n'étaient pas au rendez-vous, ce n'était pas évident que l'État puisse décider d'aller à ce seuil-là. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on a évalué l'impact de ces crédits sur la vie des bénéficiaires? Est-ce que vraiment... Parce que pour moi, une femme qui a commencé ou un bénéficiaire, parce que ce n'est pas seulement les femmes, c'est la grande masse, c'est les femmes, ce sont nos mamans qui vont beaucoup vers ces prêts-là. Mais est-ce que effectivement cela a amélioré quelque chose dans leur vie? Parce que le tout ne suffit pas seulement de rembourser. Oui, quand elle arrive à rembourser, c'est déjà quelque part c'est déjà bien, mais au-delà du remboursement, on doit pouvoir sentir qu'elles peuvent être autonomes, voler sans ces prêts-là. Si, après 5 ans, elles sont obligées encore de continuer dans le système de prêt, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qu'il faut corriger. L'autre question que je me pose, est-ce que les 200 000 francs seront donnés directement à ceux qui sont à leur premier prêt? Certes, je ne suis pas financier, ceux qui sont dans le système seront mieux, les autorités. Voilà, pour le donner, parce que souvent, pour ces genres de trucs, souvent au début, on vous donne un peu moins, et lorsque vous êtes fidèle dans le remboursement, on augmente progressivement. Mais cette fois-ci, on nous parle de 200 000, cela voudra-t-il dire que les 100 000 francs ou les 30 000 francs qu'on donnait avant ne vont plus exister, ou c'est seulement directement les 200 000 francs? C'est des questions que je me pose. Et les financiers sauront comment certainement gérer. Parce que celui qui n'a pas, ou celle qui n'a pas réussi à gérer 100 000 francs, si on lui remet 200 000, ce n'est pas évident d'avoir le résultat escompté. Est-ce que c'est déjà la fin de la misère? Nous allons voir dans les années à venir ce que cela pourra donner. Mais je suis un peu, dans ma qualité d'analyste, je vois que le timing de cette augmentation de la carrière, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une visée derrière, il n'y a pas un but. Bon, souvent nous sommes à la veille des élections. Est-ce que ce n'est pas pour susciter plus d'engouement, pour pencher le côté politique non, de la non, on peut pas occulter le côté politique, parce que nous sommes dans la ferveur, nous sommes déjà dans la fièvre électorale, et c'est dans ce moment qu'on lance. Pourquoi pas 2 ans plus tôt, pourquoi pas 3 ans plus tôt, et que c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? C'est là qu'il nous pose à dire que... Il y avait des revendications qu'on n'entendait pas, donc ils ont pris en compte pour... Bon, je voudrais bien vous croire aussi, mais moi
quoi qu'on dise, si effectivement, si on met cette phase-là en œuvre correctement, ça aura forcément d'impact politique, qu'on le veuille ou non. Pas de politique ou pas. Est-ce que on va parler de l'autre côté de l'impact sur les femmes ou bien plutôt sur ces bénéficiaires des microcrédits? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais non, il faut d'abord donc rappeler que ce programme dont nous parlons aujourd'hui, ce dimanche, est un programme à impact direct donc sur les couches vulnérables. Je veux parler donc des femmes. Et aujourd'hui, il faut faire observer que c'est pas seulement les femmes qui bénéficient donc de microcrédit à la FIA. Aujourd'hui, je veux pas trahir les secrets, mais je vous dis que il y a beaucoup d'hommes, d'accord, qui souhaitent élargir leur commerce, élargir leur activité et donc économique, ont très souvent cherché à rentrer dans les groupes ou chercher donc à négocier avec les femmes pour prendre ces microcrédits-là, donc ces prêts-là, pour élargir leur activité économique. Et à la question de savoir si ça a d'impact, oui, absolument, ça a d'impact. Faites un tour dans nos localités. Allez un peu dans les confins de nos localités. Vous verrez que, et bien évidemment, ce programme est d'une importance capitale. Il est demandé, ce programme est réclamé. Et c'est sûr, bien sûr, c'est après l'analyse et comment faire pour dépolitiser donc ce programme-là qu'en 2020, et bien sûr, le gouvernement a relancé le programme microcrédit à la FIA avec une nouvelle formule, comme l'a dit Edouard tout à l'heure, une nouvelle formule qui permet bien sûr aux bénéficiaires de ne pas subir les tracasseries, aux bénéficiaires de ne pas, oui, d'abord graisser les pattes à l'intermédiaire. Si entre-temps, il faut prendre 30 000 francs, il faut graisser donc les pattes, bien sûr, à l'intermédiaire. Celui-là, donc, qui doit vous donner, vous trouver donc le tuyau, je veux dire ça comme ça, terre à terre. Il faut que vous lui donnez d'abord 5 000 francs, 10 000 francs. Et donc, ce que vous prenez en fin de compte n'atteint plus ce que vous avez souhaité. Sinon, ce que vous avez demandé, on ne vous donne plus. Aujourd'hui, avec la nouvelle version à la rupture, je dirais ça comme ça, eh bien, il y a eu un reformatage de ce programme-là et ça permet donc aux femmes donc d'agir et de faire leur activité. Oui, on doit poser à lancer une préoccupation qui est pertinente, qui est de savoir, est-ce que, vous l'avez rappelé également, qui est de savoir, est-ce que vraiment ça a d'impact sur les femmes? Absolument. Absolument, ça dépasse sur les femmes. Si aujourd'hui on ramène donc la cagnotte à 200 000 francs CFA, c'est dit tout simplement que on est parti donc des cendres des anciennes phases. Et bien sûr, parce que vous l'avez bien fait de le rappeler, que les autres phases donc ont bien marché et le remboursement a été bien fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes une femme et que vous avez votre étalage d'orange, entre-temps, vous vendez d'orange avec un seul étalage et que vous êtes à 30 000 francs, quand vous recevez 100 000 francs, vous cherchez à augmenter votre commerce, passer donc d'orange aux pommes, de pommes à d'autres, et vous élargissez donc comme ça votre commerce avec le taux que vous recevez. C'est pas que vous êtes forcément déjà exemple de tout et que vous pouvez donc voler de votre propre aile. De toute façon, ce que nous-mêmes on le sait, on sait même dans nos propres familles, quand nous donnons l'argent de commerce, on sait ce que ça donne. On est obligé donc à un moment donné, quand ça avec les bénéfices que vous engrangez et tout le reste, mais sur un long moment, oui, la femme, monsieur, arrive à engranger des bénéfices, ça lui permet, monsieur, de voler de ses propres ailes. Et là, c'est là où il y a aussi un aspect qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le gouvernement donne un appui en formation à ces bénéficiaires-là, qui leur permet bien sûr de savoir comment gérer et bien sûr les ressources. Aujourd'hui, il y a cette ouverture-là qui est faite également aux artisans, aux gens qui sont donc au niveau famille, donc avec ce que j'ai appris là, au niveau de H. Mais votre question de savoir si l'argent donc qui est pris là va permettre monsieur l'entrepreneuriat. Oui, forcément, ça va faire grandir donc. Est-ce que l'enveloppe de 200 000 francs est suffisante? Non, écoutez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, si je vous prends vous, Maël Laousson, oui, vous avez donc envie de faire tapioca. Aujourd'hui, vous savez
combien vous pouvez vous le faire si vous allez acheter donc les plastiques et tout le reste. Vous savez ce que vous allez dépenser pour que vous n'allez pas. Il faut pas. Pour moi, je ne vois pas. D'abord, avec les 200 000 francs, il faut élargir plus qu'il en faut. Non, mais les 200 000 francs vont vous faire apporter un souffle pour que ce que vous faites comme activité, que ce soit bien élargi. L'autre aspect que je veux également soulever. Oui, mon cher ami Edouard donc a parlé donc de politique, monsieur, a parlé donc de politique. Non, bon, est-ce qu'on va tout le temps voir ça? Parce qu'en réalité, c'est quoi aujourd'hui? Le gouvernement donc est parti donc des réalités économiques. Aujourd'hui, la vie est chère, il faut le reconnaître. Eh bien, le gouvernement donc est parti également de cette doléance. Vous l'avez fait, vous avez bien fait de rappeler ça, que il y a des femmes qui ont tout le temps demandé, si vous voulez rappeler, vous rapprochez donc de ces femmes, vous dites, oui, on a besoin donc que la carotte soit relevée pour grandir notre commerce. Vous voyez, celle qui avait pris une boutique de 5 000 francs et qui aujourd'hui est capable et est favorable, d'accord, et a réuni tous les critères pour recevoir 200 000 francs, vous allez voir, c'est que c'est votre foyer qui est, comment dire, qui sera heureux, parce que tout simplement, elle va pouvoir donc agrandir ses commerces et tout le reste. Mais je souhaite qu'il y ait l'accompagnement également, à part l'accompagnement des structures décentralisées, comme il a dit, aujourd'hui c'est passé à 20. Entre ça c'est 16, mais c'est passé à 20, mais également de décentraliser un peu le programme. Mais qu'on aille également dans les localités, parce que il a est revenu sur l'aspect qu'il ne faut pas oublier. Dans les zones périurbaines ou urbaines, il y a cette facilité-là. Mais les zones qui sont un peu reculées, où il n'y a pas ces structures financières décentralisées, comment il faut faire pour que les femmes aient à ça? Comment faire pour que on n'utilise pas, monsieur, ce programme-là pour pour la campagne? Parce que oui, on s'approche des élections. Oui, parce que là, Vous voyez aussi l'aspect politique de la chose. Non, ce que je vois plutôt que on doit ramener les gens à ce que on n'utilise pas comme tête de campagne cette affaire-là. Parce que si, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes les obédiences au sein des communautés féminines. Si il faut donc les politiques que nous avons aujourd'hui, s'ils vont sur le terrain et disent que oui, vous savez, vous avez vu donc notre président a relevé notre carotte et tout le reste. Non, on ne doit pas utiliser ça comme, je dirais, comme bien sûr un langage de campagne, mais plutôt retrouver, arriver donc à conscientiser, à sensibiliser les femmes pour que les sous qui sont pris là soient utilisés à bon escient, et ça va permettre également donc de relever donc le commerce. Voilà ce que je pense. On a écouté Henri Nyambouder sur son développement. Alors, la question que je m'en vais vous poser, qu'est-ce qui change fondamentalement avec cette phase par rapport aux précédentes? Je pense que la seule chose qui change, c'est la cagnotte, c'est le montant. C'est le montant, c'est de 100 000 francs, on passe au double, c'est 200 000 francs. Sinon, en ce qui concerne la procédure, grand chose ne change puisque nous n'avons rien à reprocher aujourd'hui à la procédure. J'ai déjà parlé de la célérité qui entoure l'opération désormais, avec et aussi cette facilité, puisque les femmes n'ont pas besoin de grandes garanties ou assez de pièces. Il leur suffit seulement d'avoir leur CIP et le toit jouer avec le CIP. Aujourd'hui, le CIP, c'est à la portée de tout le monde. Personne ne peut dire qu'il y a des tracasseries pour l'avoir. Donc, il suffit seulement que ces femmes aient le CIP, et déjà avec des groupes des groupes solidaires de 3 personnes, je crois, elles ont assez auprès. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus impressionné dans dans le mécanisme d'octroi de ce crédit, c'est le délai d'octroi. Ça va tellement vite, je me demande, ça c'est génial, puisque dans le passé, nous savons ce que cela était, ce qui poussait les bénéficiaires à faire la coubette ou à chanter forcément des slogans politiques avant d'entrer en possession de ces crédits. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite que je me demande est-ce que cela n'a pas de risque de non-remboursement, parce que jusqu'à présent, pour ceux
qui en ont bénéficié autour de moi, je me demande si la facilité qu'ils ont eue pour en avoir, est-ce que à cause de cette facilité, ils n'auront pas de difficultés ou cela ne va pas les pousser à ne pas rembourser comme cela se doit. Oui, il faut pas, ça ne va pas favoriser les surendettements. Voilà, lorsque la cagnotte, parce que c'est pourquoi il parlait d'évaluation. Il faut évaluer pour voir quel a été l'impact des autres phases sur les activités qui ont été menées. Parce que si on doit, ce que nous constatons souvent dans ces milieux d'affaires, c'est souvent des dettes pour rembourser des dettes. Puisque au fur et à mesure, ou au même moment qu'elles souscrivent à ce crédit, elles sont aussi avec d'autres institutions de microfinance, avec d'autres crédits, ce qui fait que c'est des dettes pour rembourser d'autres dettes. Si on enferme ces bénéficiaires dans cet engrenage-là, ce serait difficile effectivement d'évaluer l'impact de l'activité sur l'amélioration de leur quotidien. Qu'on le veuille ou non, cela change déjà quelque chose dans leur vie. Des femmes qui ne faisaient rien, ou des femmes qui avaient de soucis de démarrer une activité, tout au moins se sentiront plus ou moins épanouies puisque désormais elles roulent quelque chose. Maintenant, l'impact réel, il faudrait qu'on, comme l'a dit Henri tout à l'heure, qu'on puisse trouver le mécanisme d'accompagnement, surtout dans la formation, dans le suivi, et que puisque c'est contrairement aux autres produits des institutions de microfinance, il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite pour voir comment l'activité prospère. Il suffit seulement que le remboursement soit fait. Mais comment le remboursement a été fait? Quel est l'état d'évolution de l'activité menée? On n'a pas souvent ces paramètres ne sont pas souvent pris en compte dans le microcrédit à la FIA. C'est ce que moi, c'est là où se trouve mon inquiétude. Parce que plus vous avez de dettes, plus vous avez de difficultés à rembourser. Quand la dette est petite, le remboursement n'est pas aussi compliqué parce que vous allez voir que lorsque c'était à 100 000, je crois que la mensualité c'était 10 000 francs. C'était 10 000 francs. Maintenant que ça passe à 200 000 francs, vous allez voir que c'est le double également de la mensualité. Est-ce que entre-temps, le bénéfice a augmenté de manière consécutive pour couvrir ce remboursement-là? C'est des questions. Du côté individuel des bénéficiaires. Voilà, c'est du côté. Mais quand il y a de suivi, déjà les techniciens peuvent d'abord évaluer pour dire non, au regard de l'évolution de votre activité, on peut vous accorder vraiment les 200 000 francs. Mais ici, puisque tout est pratiquement virtuel, c'est juste des demandes par téléphone ou même si la demande est physique, le prêt est en numérique. Et le remboursement également se passe par les téléphones. Je pense qu'il y a ce piège-là qu'il faut éviter pour ne pas que les fonds sortent et que le retour soit difficile. Je reste un instant avec vous. Voilà que nous sommes dans une dynamique mondiale de lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'on peut considérer le microcrédit à la FIA de sa phase 3 actuellement comme un mécanisme de lutte contre la pauvreté? Naturellement, pas maintenant, même à sa phase, depuis sa création. Je ne parle pas de microcrédit à la FIA, du premier projet même du programme avec sous l'ancien régime. Je pense que c'est un programme efficace de lutte contre la pauvreté, parce que la femme ou celui qui ne fait rien et a une petite idée d'activité, mais qui, faute d'un petit sou, est bloqué, il demeure pauvre et il demeure dépendant des autres. Mais avec ce programme, d'une manière ou d'une autre, cela impacte la pauvreté et cela permet aux uns aux autres, surtout les femmes, d'avoir une autonomie financière. Et c'est déjà par là que le respect de la femme commence. Et quand vous n'êtes pas à savoir que quand on prend l'indice de la pauvreté ou de la richesse, les femmes se trouvent beaucoup plus comme les plus frappées par la pauvreté. Donc aujourd'hui, que ces programmes soient mis en place et que les femmes soient prioritaires dans son exécution, cela impacte considérablement la vie de la population et d'une manière ou d'une autre, la pauvreté reçoit un coup permettant aux uns et aux autres, et surtout à ces bénéficiaires, de pousser un ouf de soulagement. Au-delà de tout ce qui a été dit de part et d'autre, Henri Nyambodé, comment s'assurer alors que ce dispositif ne favorise pas le surendettement des bénéficiaires?
Avant de revenir donc à votre question, je voulais donc apporter une précision donc à la question donc, à la question que vous avez posée, savoir qu'est-ce qui a changé véritablement. Il y a que pour cette troisième phase, il y a le taux qui est passé à 8% et donc 4% en 6 mois. C'est déjà très bien parce que ça permettra donc aux femmes, puisque votre inquiétude là est justifiée et légitime, de savoir comment donc elles vont passer donc pour rembourser. Et donc, si le taux de remboursement a été rabaissé, ça le permet, monsieur, de faire face donc à ce que vous avez dit là. L'autre chose, le taux d'intérêt, bien sûr. L'autre chose est que le taux au niveau de l'assurance, c'est passé donc à 0,35%. Donc, on a rabaissé ça carrément. C'est dit également que on a surfé sur les doléances, on a surfé également sur les réalités pour bien sûr faire cette réforme-là, pour réformer, et c'est toujours sur les cendres des anciennes phases, et donc que on est parti. L'autre chose que je voulais rappeler, c'est que c'est pas automatiquement, là il faut le dire, c'est pas systématiquement tous ceux qui sont dans la base de données qui vont automatiquement recevoir donc les 200%, ceux qui sont capables bien sûr et qui répondent aux critères. Bon, je pense que celle-là qui commence aujourd'hui et qui n'a pas bien sûr cette capacité comment dire, de faire tourner 30 000 francs, on peut pas lui remettre de 100 000 francs. Elle va voir une grosse somme, et donc il y aura donc des actions qui seront faites, mais qui ne seront pas bénéfiques pour elle, pour qu'elle arrive à rembourser. Et donc, pour éviter ce que vous avez dit là, pour éviter donc le surendettement, il faut quand même que, oui, à part la formation, à part le suivi, à part tout ce qu'il y a comme paramètres, donc le garde-fou à mettre autour de celles qui sont bénéficiaires, il faut bien évidemment savoir à qui donner donc aujourd'hui. Et bien évidemment, au niveau du premier programme, bien sûr, à la Boniaï, ce programme-là, à la Boniaï, on sait comment ça se faisait, messieurs. Il y a des gens il y a différentes catégories. C'est là qui ont 50 000 francs, c'est là qui ont 30 000 francs, et ça a évolué. Donc, je crois que c'est la même chose. Ici, il y a ce mécanisme-là qui est changé pour permettre, monsieur, cette facilité-là. Parce que, oui, au niveau de formalisme, des formalités administratives, il a rappelé, oui, on ne fait pas de descente comme pour les autres produits qu'on va demander donc au niveau des autres structures financières décentralisées. Mais ici, il n'y a que l'agent ne passe pas à la main de quelqu'un, ça va directement sur le numéro de la bénéficiaire. Ce qui réduit également le risque de corruption. Vous n'avez pas à graisser les pattes à un patron, ou bien à un intermédiaire, ou bien à un agent d'une structure. Si c'est constaté, eh bien, automatiquement, l'agent donc est mis donc sous le coup de la loi. Pour moi, donc, c'est déjà des choses qui sont bénéfiques et qui sont à saluer, bien sûr. Alors, cette décision aura donc le temps d'être peaufinée. On pourra peut-être y revenir sur d'une autre façon. On va poursuivre cette édition de récents propos injurieux échangés entre internautes béninois et gabonais ont ravivé des tensions diplomatiques. Le Bénin a réagi en annonçant des poursuites judiciaires contre toute personne coupable d'invectives en ligne, tout en réaffirmant la solidité des liens bilatéraux. Alors, une question se pose, alors je me tourne vers vous, Edouard Adodé. Comment préserver la fraternité entre deux pays amis à l'heure des réseaux sociaux? Comment préserver la fraternité, les liens séculaires entre les nations, entre deux pays frères, notamment le Gabon et le Bénin? C'est ce qui se fait déjà. C'est ce qui se fait déjà. Et je tiens à saluer la retenue que la diplomatie béninoise, ou la retenue dont fait montre la diplomatie béninoise depuis la survenue de cette situation entre le Bénin et le Gabon, parce que jusque-là, le Bénin n'est pas dans une poursuite va-t-en-guerre, et également ne sommes pas dans cet élan de dent pour dent. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le Bénin se montre beaucoup plus sage. Les autorités béninoises se montrent beaucoup plus sages dans la gestion de ce conflit. Mais
là où il y a un peu là où je suis un peu déçu, c'est le comportement de nos compatriotes qui se mettent dans l'émotion et on est sur on va sur la toile pour poser des actes qui n'honorent pas le pays. Ce n'est pas parce que le gouvernement avait déjà oui, averti. averti. Oui. Donc, quand c'est comme ça, je me demande, est-ce que ceux-là rendent service à nos frères qui sont au Gabon où il veut davantage mettre de l'huile sur le feu? C'est la question que je me pose, puisque ce n'est pas parce que les autres ont pris des décisions que nous jugeons de xénophobes que nous allons nous mettre dans la danse pour montrer que nous ne sommes pas éduqués. Non, nous Béninois, nous sommes éduqués, mais se mettre à la place publique pour insulter les autorités, même pas de notre pays, les autorités de notre pays, je pense que c'est une manière de montrer, de salir son pays et non les autres. Je suis pleinement d'avis, je suis pleinement d'accord avec la décision aujourd'hui des autorités béninoises qui tapent du poing sur la table. Désormais, il faut assainir. Ce n'est pas parce que vous avez accès à Internet qu'il faut se croire tout permis. Non, il faut d'abord savoir que c'est l'image de notre pays qui est en jeu. Et également, ce sont nos frères qui sont là-bas qui en font les frères. Ce n'est pas nous. Nous sommes ici et nous exerçons nos activités dans la paix. Là-bas, ils sont dans des situations, ils sont en souci. Nous devons chercher au contraire les moyens pour apaiser les autorités gabonaises, mais se mettre sur la toile pour les injurier, cela ne nous honore pas. C'est à croire que nous Béninois, nous n'avons pas de pudeur. C'est à croire que nous Béninois, nous n'avons pas le sens du respect de l'autorité. L'autorité se respecte, même si elle n'est pas de notre pays, même si ce ne sont pas les autorités de notre pays. Nous avons le respect que nous avons pour les nôtres, c'est le même respect que nous devons vouer à ces autorités-là. Surtout qu'aujourd'hui, les nôtres qui sont au Gabon se trouvent en situation de faiblesse. Il ne nous revient pas d'empirer la situation avec des propos que nous voyons aujourd'hui. Ces propos orduriers, nous devons les mettre loin de la scène et assainir les propos, encourager, trouver des mots justes pour fouetter la résilience des nôtres. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas le moment de souhaiter leur retour au pays, non. Mais ils doivent faire face à la situation jusqu'à ce que ce vent ne passe. Puisque des gens qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ce pays ont déjà tissé ils ont déjà créé une certaine assise et une certaine fraternité avec leurs frères gabonais. Ce n'est pas maintenant que nous allons demander qu'ils reviennent au pays forcément pour faire quoi, on ne sait pas. Donc nous devons travailler à la paix et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui le gouvernement décide de taper du poing sur la table pour que chacun, en voulant parler de cette situation, puisse parler avec retenue comme l'État le fait d'ailleurs. Merci à vous. Oui, Henri Niabodé, quelle votre lecture de cette montée de tension auquel on assiste récemment et qui est encore nourrie par les réseaux sociaux? Écoutez, je suis désolé de ce qui se passe là. Je me retrouve pas en symbiose avec ce qui se passe là. J'aurais aimé que les liens qui lient le peuple gabonais et au peuple béninois soient encore plus raffermis au-dessus donc des actions salutaires, au-dessus des actions fortes, au-dessus donc, comme l'a dit Edouard, des actes qui portent les deux peuples. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes liés par les liens de fraternité et de tout ce que vous savez. Vous savez, je pense que le Bénin, notre pays, le Bénin, a une âme. Et les valeurs que on transmet donc à nous, aux différentes générations, on ne doit pas trahir ces valeurs-là. On a toujours dit qu'on doit respecter l'autorité, d'accord? Qu'elle soit, bien sûr, de notre pays ou qu'elle soit de notre pays, on a toujours transmis donc ces valeurs-là à nous enfants du Bénin. Et donc aujourd'hui, ceux qui se mettent en porte-à-faux avec ces valeurs-là, ils pensent que le gouvernement doit les sanctionner. Et le communiqué qui est rendu public là appelle bien sûr à plus de responsabilité. Si vous tombez dans le panneau, il faut que le gouvernement vous sanctionne. Oui, j'ai suivi sur les réseaux sociaux en jeune. Le recours à la répression judiciaire est-elle
est-il la solution? Je ne veux pas donc vous faire cet affront là pour vous dire tout simplement que quand vous suivez l'actualité du côté de Gabon, les autorités gabonaises ont déjà appréhendé. Il y a un gars qui s'est autoproclamé général qui au niveau de chaque boutique des Béninois. Donc, je ne vais pas rappeler ça pour encore intensifier. Donc, mais qui est reconnu comme quelqu'un de violent. Mais aujourd'hui, les autorités camerounaises l'ont appréhendé et donc l'ont gardé donc, en prison. Donc, pourquoi également? Je pense que oui, les mesures répressives, donc, s'il faut le faire, il faut aller. Il faut le faire parce que nous sommes... Et il y a un aspect très, très important que doit soulever. Je me permets de revenir sur ça. Nous avons des parents. Si nous remontons, chacun de nous ici a un parent qui s'est installé au Gabon et qui vit depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans déjà. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur famille. Je ne veux pas vous rappeler cette histoire-là. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur famille au Bénin. Et donc aujourd'hui, avec cette tension-là, vous voulez montrer que vous êtes, c'est vous qui savez bien parler, c'est vous qui savez bien comparer, c'est vous qui savez tout. Non, écoutez s'il vous plaît. Non, il faut que qu'on mette de l'eau donc dans notre vin et qu'on sache que les deux peuples donc sont liés. Je remercie déjà le gouvernement pour cette posture-là prise pour que désormais si quelqu'un bien sûr se retrouve dans ces déclarations-là, que cette personne-là soit appréhendée et que la loi lui soit appliquée. Parce que tout simplement, je pense que le respect de l'autorité doit être de mise et chacun de nous le sait bien sûr. Et pour moi, je pense que pour préserver la paix, les autorités jouent leur partition, que les citoyens également et les jeunes qui se mettent dans la danse et pour comparer, non, il n'est pas question de ça. Mais parce qu'il faut bien sûr observer ce qui se passe. Si on fait tout ça là, nous avons nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Et il parlait de résilience. Il faut peut-être chercher les voies et moyens pour apaiser les deux peuples. Forcément, on doit s'entendre. On va s'entendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est bien que on ait pris de la hauteur. Les autorités béninoises ont pris de la hauteur. Et également, les autorités gabonaises ont pris de la hauteur. Je pense que c'est à saluer également. Merci à vous. Oui, Edouard Adodé, la même question pour vous également. Est-ce que c'est la répression judiciaire qui est la solution? Est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà? La répression judiciaire, c'est dommage que que les autorités soient obligées de passer à cette phase-là. Vous avez rappelé tout à l'heure que il y avait déjà un avertissement, mais c'est parce que le premier avertissement n'a pas été pris en compte qu'aujourd'hui, les autorités sont obligées de passer à la phase supérieure. Et ce qui est sûr que ça va impacter l'élan des uns et des autres sur les réseaux sociaux en voulant aborder cette situation du Gabon. C'est des conflits entre des États, c'est des choses qui viennent souvent dans l'histoire des peuples, mais ce n'est pas de cette manière que ça se règle avec le temps. Est-ce que cette tension ne révèle pas la fragilité aussi des liens entre le Bénin et le Gabon? Non, pas seulement entre le Bénin et le Gabon, puisqu'il n'y a pas de pays qui n'a pas de diaspora. Tous les pays ont de diaspora quelque part, vous avez forcément donc ce n'est pas forcément entre le Bénin et le Gabon que le lien se fragilise, mais aujourd'hui nous voyons que les réseaux sociaux viennent compliquer. Au lieu de rapprocher les peuples, semble en train de séparer les peuples. Sinon, comme je l'ai rappelé, de ces genres de conflits, ça ne manque pas dans l'histoire des peuples. Parce que nous sommes en amitié, nous sommes en fraternité. Entre frères, entre amis, il y a toujours des moments de crise. Et ce n'est pas lorsque en moment de crise, ce n'est pas le moment de s'insulter ou de se mettre à faire des comparaisons injurieuses. C'est ce que nous déplorons ici. Calmement, un terrain d'entente sera trouvé. Calmement, une solution sera trouvée. Et les Gabonais et les Béninois, tous, nous allons continuer à vivre ensemble dans la paix. Et je crois bien que ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui se vit au Gabon. Les Béninois et les Gabonais s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Quand j'échange avec les nôtres qui sont là-bas, à part ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, non, la vie est normale puisque les Gabonais prennent toujours les Béninois comme des frères et les Béninois considèrent qu'ils sont chez eux étant au Gabon, je pense.
Merci à vous. Voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de l'hebdo des éditorialistes. Nous avons évoqué la nouvelle réglementation sur la circulation des poids lourds dans le Grand Nokoué, la troisième phase du microcrédit à la FIA avec ses près de 200 000 francs CFA désormais, et enfin les tensions diplomatiques entre le Bénin et le Gabon qui sont attisés sur les réseaux sociaux. Merci à vous, chers invités. Je rappelle vous, Edouard Adodé. J'espère que j'ai bien prononcé le nom tout au long de l'émission. Edouard Adodé, vous êtes journaliste du quotidien Le Grand Regard, et en face de vous, Henri Nyambaudet, Red-chef de Radio Tado FM. C'est bien cela. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité, et bonne suite pour Dimanche, c'est politique.